On devrait moins parler de Kim Kardashian et un peu plus d'Adrienne Bolland. Grand entretien. Entretien. Catel Faria, vous êtes autrice et membre des Écrivains de Marine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. On vous reçoit aujourd'hui pour le livre Les Aventurières du ciel, qui est paru en 2021. Vous retracez le parcours de 6 aviatrices exceptionnelles qui ont vécu pendant l'entre-deux-guerres et qui étaient très connues à ce moment-là. Nous, ça nous semblait intéressant, justement, à la veille du Salon du Bourget, de pouvoir faire renaître un peu ces portraits de femmes à travers votre interview. Pourquoi vous avez choisi ces aviatrices spécifiquement ? Alors déjà, nous avions décidé vraiment de nous limiter à l'époque des années folles, qu'on appelle aussi l'époque héroïque de l'aviation. Et c'est vraiment une période qui nous tenait particulièrement à cœur parce que c'est celle vraiment des grandes traversées, des grands records, des grands raids, et la plus spectaculaire, celle qui est vraiment le plus synonyme de liberté. C'est l'époque où on pouvait tout oser. Et pour choisir ces femmes-là en particulier, j'ai retenu 2 critères, l'un assez objectif et l'autre complètement subjectif. Le premier, c'est que je voulais des femmes qui aient vraiment accompli de grandes choses, qui aient accompli de grands exploits spectaculaires, pour qu'on ne puisse pas relativiser leur mérite par rapport à ceux des hommes. Et ensuite, le deuxième critère, c'est que je voulais des femmes qui, moi, me plaisent, qui me touchent, et qui m'interpellent, dont le caractère me plaise, parce que ce que je voulais comprendre, au-delà de leur record, je voulais comprendre ce qui les avait poussées à accomplir ces grandes choses. Alors comment elles exercent leur métier de pilote à cette époque ? Alors, à cette époque, les femmes ont beaucoup de mal à vivre de l'aviation parce qu'elles ne peuvent pas effectuer de vols commerciaux. Elles ne peuvent pas être pilotes de ligne. Ça ne leur sera permis qu'à partir de 1926, si je ne me trompe pas. Et donc, le moyen qu'elles ont de vivre de l'aviation, c'est de participer à des meetings, à des foires de démonstration ou encore de faire voler les gens qui le souhaitent et elles sont payées à chaque vol qu'elles font. C'est un métier très ingrat parce que bien sûr acquérir un avion, payer le carburant pour le faire fonctionner, payer sa licence aussi, prendre des cours sont des choses extrêmement coûteuses et donc ça demande une grande pugnacité et beaucoup de travail. Et justement, dans ce récit de leurs aventures, on a le sentiment qu'elles n'ont pas peur de la mort, ou alors qu'elles aiment la défier en tout cas, puisqu'elles exercent vraiment un métier très dangereux. Le passage de votre livre où vous racontez le record battu par Adrienne Bolland qui traverse la cordillère des Andes par le passage le plus dangereux. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode ? Oui, alors déjà pour parler de la peur, moi c'est vrai que j'aime bien parler de ces femmes comme des sans-peur. Alors je sais bien ce que ça veut dire, en fait au fond de moi je ne veux pas vraiment dire qu'elles n'avaient pas peur, mais elles aimaient dominer cette peur, elles aimaient la combattre. D'ailleurs Adrienne Bolland avait une formule que je trouve très jolie et que j'ai entendue un jour dans une de ses interviews. Elle disait « j'aime trembler ». Et oui, c'est ça en fait. La vérité, c'est qu'elle aimait trembler et donc elle aimait dominer sa peur. Et je pense qu'elle a eu très peur pendant sa traversée de la cordillère des Andes, qui était extrêmement dangereuse, où je pense que d'en être sortie était un véritable miracle, un miracle qu'elle a dû à son talent. Mais oui, c'était des femmes qui savaient dominer leur peur et qui savaient prendre des risques. Le mot risque, on n'a pas du tout le même rapport au risque aujourd'hui, mais à l'époque, le risque était toléré, encouragé. Et Adrienne Bolland avait un vrai goût du risque. C'était une parieuse. Et donc elle a pris le pari de tenter cette traversée de la cordillère des Andes alors qu'elle savait qu'elle avait énormément de chances d'y passer. Et personne ne croyait tellement en elle, mais elle y a cru, elle a pris ce pari, et pourtant, elle le dit elle-même, elle ne se voyait pas au moment de décoller de Mendoza pour rejoindre Santiago de Chile en traversant la cordillère des Andes, elle dit au moment de décoller qu'elle ne se voyait pas arrivant à Santiago de Chile. Alors je pense au fond que ce n'était pas du tout une mission suicide, bien sûr, elle avait quand même l'espoir d'y arriver, elle savait qu'il existait une toute petite chance, et cette petite chance, elle l'a saisie, et elle a réussi. Et en effet, le sens du pari dont je vous parlais un instant,
Je pense que vous pensiez à l'anecdote du lac en forme d'huître. En effet, quelques jours avant de tenter sa traversée de la cordillère des Andes, une voyante est venue la voir dans son hôtel et lui a dit qu'au moment où elle arriverait au niveau d'une vallée, elle verrait un lac en forme d'huître et qu'à ce moment-là, il ne fallait surtout pas qu'elle aille vers la droite où c'était dégagé, mais il fallait qu'elle aille au contraire contre la montagne et que là, elle trouverait une brèche qui lui permettrait de rejoindre Santiago de Chile. Et alors qu'Adrienne ne connaissait cette femme ni d'Ève ni d'Adam, elle a pris le pari et lorsqu'elle s'est retrouvée justement au-dessus de ce lac en forme d'huître, elle est allée à gauche, elle a trouvé la brèche et elle est arrivée à Santiago. Merci beaucoup, oui, en effet, c'est ça. C'était cette anecdote... qui est une anecdote incroyable. Que je trouve incroyable, que je trouvais bien de raconter. Et qui est très typique d'Adrienne Bolland. Oui. Et aussi, parmi ces aviatrices, il y en a 2 en France qui vont être résistantes. Et ensuite qui vont être militaires, donc c'est Maryse Bastié et Maryse Hilsz. Vous savez quel était leur rôle de résistante? Maryse Bastié et Maryse Hilsz ont été résistantes et elles ont en plus ensuite rejoint l'armée de l'air. Et alors Maryse Bastié était agent de liaison, elle a profité du fait qu'elle était infirmière pour la Croix-Rouge pour transmettre des messages importants. Et Maryse Hilsz, elle, a travaillé pour un réseau de renseignement et de sabotage. Et d'ailleurs, une partie de son réseau a été dénoncée et décimée. Et elle s'en est sortie. Mais en tout cas, elles avaient toutes en elles vraiment cette envie de servir leur pays. C'est quelque chose qui est vraiment... qui est un peu mystérieux pour nous aujourd'hui parce que c'est plus quelque chose qu'on entend tellement. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'à l'époque, être patriote et vouloir défendre son pays, c'était quelque chose de tout à fait assumé et normal. Et d'ailleurs, il y a une formule de cette époque que je trouve vraiment très belle. On parlait souvent de la gloire des ailes de la France. Je trouve que c'est une formule magnifique et qui était très symbolique de cette époque. Et je pense que, bien sûr, que ces femmes volaient en partie pour leur gloire personnelle et pour accomplir de grandes choses, mais au fond d'elles, il y avait quand même aussi une forme une volonté de faire honneur à leur pays derrière. En fait, ces femmes, elles se sont quand même fait une place dans un métier qui était très risqué, alors qu'on considérait les femmes à cette époque comme étant physiquement faibles. Est-ce que vous pensez que, justement, le fait de prendre un peu à contre-pied cette image, ça a permis d'ouvrir la voie ensuite pour les femmes dans l'armée de l'air ? Oui, je pense que pendant cette période des années folles, elles ont montré qu'elles étaient capables d'accomplir de grandes choses, qu'elles étaient capables d'une grande résistance physique, qu'elles étaient courageuses, très volontaires, pugnaces. Et je pense qu'elles ont fini par faire entrer dans les esprits le fait qu'elles étaient tout à fait capables d'intégrer nos armées et de s'y rendre utiles. Et d'ailleurs, le général de Gaulle l'a tout à fait reconnu à la fin de l'occupation et a lui-même et a approuvé la création d'une escadrille féminine qui rassemblait plusieurs de nos grandes aviatrices. Donc oui, je pense qu'elles ont fait leurs preuves pendant cette période-là. Est-ce que vous pensez justement que la vision qu'elles ont donnée à la société en a aussi fait des figures féministes ? Oui, je pense qu'elles étaient féministes de 2 manières. C'est-à-dire d'abord par l'exemple. C'est-à-dire que le fait qu'elles soient capables d'accomplir ces grandes choses a servi la cause féministe et la sert encore aujourd'hui parce que encore aujourd'hui il m'arrive très souvent de voir des femmes ou des jeunes femmes, des jeunes filles venir me parler d'Adrienne Bolland, de Maryse Hilsz et me dire à quel point leur exemple les inspire et leur donne du courage à elles-mêmes pour mener leur vie comme elles l'entendent. Et oui, la deuxième manière de défendre le féminisme, c'était bien sûr de militer. Mais toutes n'ont pas forcément milité, mais en tout cas pour la plupart, oui, au sein du mouvement La Femme Nouvelle, donc créé par Louise Weiss. Elles étaient très attachées au droit de vote pour les femmes, notamment. Et alors, quelle image elles laissent derrière elles après cette époque héroïque de l'aviation ? Et alors j'ai une petite formule pour ça que je ressors souvent, c'est que je me dis qu'on devrait parler un peu plus à notre jeunesse, on devrait moins parler de Kim Kardashian et un peu plus d'Adrienne Bolland. Voilà, ces femmes, elles sont extraordinaires, elles ont existé. Ce serait formidable qu'on les mette davantage en exemple
les jeunes femmes d'aujourd'hui ou même pour les hommes, parce qu'après tout, on peut être inspiré aussi par des gens de l'autre sexe. Est-ce que vous, y a une aviatrice qui vous semble plus emblématique en France par ses exploits? Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce que bien sûr, je les trouve toutes extraordinaires. En tout cas, de cette époque-là, je pense qu'Adrienne Bolland est vraiment un personnage exceptionnel. Déjà, la traversée de la Cordillère des Andes, par cet endroit-là, elle n'est pas la seule pilote à avoir traversé, mais à cet endroit-là, ce qu'elle accomplit, c'était vraiment un exploit. Et d'ailleurs, elle est extrêmement connue en Amérique du Sud. On l'appelait à l'époque la déesse des Andes. Et quand elle a atterri à Santiago de Chile, il y avait une foule énorme qui l'attendait. Des gens qui ont arraché des poignées de cheveux, qui ont arraché des bouts de son pyjama en soie, parce qu'une fois qu'elle a retiré sa combinaison, elle est en pyjama. Je pense que c'est vraiment une grande figure de l'aviation, et en plus, bon, j'ai un énorme coup de cœur pour son caractère de cochon et son côté très attachant. Donc pour cette époque-là, je dirais Adrienne Bolland. Mais c'est l'occasion pour moi de parler un peu d'aujourd'hui et si je dois retenir deux figures aujourd'hui, en tout cas deux femmes vraiment extraordinaires auxquelles je voudrais rendre hommage. Vous avez Catherine Monory, grande championne française de voltige, grande championne mondiale, pardon, de voltige aérienne, et Dorine Bourneton, qui est la première femme pilote paraplégique de voltige aérienne. Donc, deux femmes vraiment extraordinaires. Donc si je dois en citer deux aujourd'hui, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Il y a toutes celles de la première femme pilote ayant commandé la patrouille de France. Ça aussi sont des figures extraordinaires. Je pense que ce sont aussi pareil. Plutôt que parler de Kim Kardashian, parler de ces femmes-là, je trouverais ça plus intéressant. Bon, je pense que j'ai ma réponse, mais est-ce qu'il y a une aviatrice qui vous a plus touchée? Alors, je pourrais dire Adrienne Bolland, mais je vais changer parce qu'être touchée, c'est encore autre chose. J'ai un gros coup de cœur pour Adrienne Bolland, mais touchée, moi j'ai été très émue par le destin d'Hélène Boucher. J'ai été par son côté laborieux. La pauvre, on a l'impression en fait qu'elle a fait elle n'a rencontré que des déconvenus. On a vraiment l'impression qu'elle a la poisse et qu'elle va jamais y arriver. Et le fait qu'elle finisse par un grand record, pilote plus vite du monde, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, on ne disait pas plus rapide, le pilote plus vite du monde, je trouve ça vraiment très très beau, après tous les déboires qu'elle a connus. Et non, un autre destin très touchant, c'est celui de Maryse Bastier. Maryse Bastier qui a perdu à peu près tous les hommes de sa vie. Son père quand elle avait 10 ans, puis son frère qui est mort à la guerre, puis son mari qui lui a appris à piloter, puis son amant et mentor, puis, enfin, je ne sais pas comment cette femme a fait pour trouver encore suffisamment de force en elle pour accomplir le grand record de durée en vol qu'elle a remporté, et puis pour traverser l'Atlantique Sud. Mais en plus, elle est morte de manière tragique. C'était aussi une femme d'un grand dévouement, une grande résistante. Ça, c'est un destin qui m'a vraiment beaucoup touchée. En écrivant Les Aventurières du ciel, quel message souhaitiez-vous transmettre? J'ai l'impression parfois qu'on a peur de tout, où l'on s'empêche de beaucoup de choses. Et ces femmes sont la preuve qu'en fait, c'est justement quand on fait un pas de côté qu'on peut atteindre des sommets.